Bonjour à tous. Nous nous excusons pour les aléas techniques de la semaine passée du 6 décembre. Donc, je suis avec Manon Théto et je suis Barbara Lortal et on va essayer de vous faire effectivement le replay de cette soirée du 6 décembre. Là, aujourd'hui, on est là pour parler de l'expérimentation nationale Oncolink, qui est donc un partage ville-hôpital sur le suivi des patients par thérapie orale. Et on va vous faire un retour d'expérience sur notre première cible. Donc, on va parler de la genèse, de la présentation du projet, les outils qui sont utilisés à Bergonier, et on vous donnera l'expérience pilote et les premières données, les premières valeurs de cette phase. Donc effectivement, l'article 51, ce n'est pas un article, mais c'est un des articles qui a été promu par la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Donc cette loi a permis effectivement de créer tous les articles 51 et d'avoir la possibilité d'avoir des parcours innovants dans la santé et d'avoir aussi un financement en adéquation. Donc à ce jour, 1073 projets ont été déposés, seulement 122 ont été autorisés. On voit bien que la majorité ont été posés dans la santé bucco-dentaire et la cancérologie, quant à elle, représente à peu près 8%. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que dans 66% des cas, l'article 51 qui a été retenu concernait des projets de coordination ville-hôpital. Donc, pourquoi la cancérologie et pourquoi la thérapie orale? À savoir que la thérapie orale, à ce jour, c'est environ 150 molécules qui ont été ou qui ont eu une AMM. C'est à peu près un patient sur deux au cours de son parcours en oncologie qui va être traité par une thérapie orale qui va être en monothérapie ou en association. Les enjeux pour le patient, bien évidemment, ça va être l'adhésion au traitement et ça va être la gestion des toxicités. Le challenge et les enjeux pour l'hôpital, ça va être effectivement la gestion hors les murs de ces patients-là et comment innover dans ces parcours qui finalement sont des parcours qui sont complexes puisque non gérés à l'hôpital pour nous. Donc un petit historique, effectivement, en 2018, c'est la première lettre d'intention du groupe Unicancer auquel l'Institut Bergonié appartient, tout comme l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy ou l'Oncopole toulousain. Parmi tant d'autres. Donc en 2019, on a fusionné au niveau national le projet d'Unicancer qui était porté aussi par à peu près le même projet pour les hospices civils de Lyon et les hôpitaux de Paris. Donc on a fait un seul et même dossier. En 2020, on a eu l'évaluation pour le ministère et le 30 novembre 2020, on a eu le premier arrêté qui a fixé l'autorisation de notre article 51 qui a été nommé Oncolink. Dans le même temps, dans l'année 2020, nous avons eu l'avenant 21 qui a été autorisé aussi par les pharmaciens de ville pour le suivi des patients sous thérapie orale. Donc, on voit bien que la problématique suivi des thérapies orales était quelque chose dans l'air du temps, puisque effectivement, et le milieu hospitalier a déposé un projet, et dans le même temps, la ville a réussi, elle, à se faire financer des entretiens pharmaceutiques. Donc 2021, effectivement, ça a été octobre 2021, septembre 2022, ça a été la phase pilote. Vous allez me dire pourquoi ça a été si long, parce qu'effectivement, entre novembre 2020 et octobre 2021, il y a eu tout simplement les crises Covid. Donc pendant cette phase pilote, 2000 patients vont être inclus. Et là, on vient de terminer effectivement au 1er octobre, on a démarré la phase cible où là, on attend plus de 15 000 patients. Et donc, effectivement, dans le 31 juillet 2022, on a eu le deuxième arrêté qui a donc autorisé cette phase cible. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un long chemin qui a été parcouru depuis 2018, mais effectivement, on commence à voir le bout du tunnel. Donc, comme on vous l'a expliqué, vous allez avoir deux phases de déploiement. Donc, la première est déjà terminée. C'était une phase pilote qui était sur 9 mois et qui a utilisé 24 établissements différents à travers toute la France. Donc, on a eu des centres semi-privés comme le sont les centres Unicancer des ESPIC. On a eu des CHU, mais on a eu aussi des CH, des centres hospitaliers généraux, et on a eu aussi des cliniques privées. Donc, le but était de tester les circuits de facturation et de remontée de données, mais aussi de réévaluer les forfaits possiblement. Donc, à ce jour, on débute la phase cible de 24 mois. Donc là, c'est l'ensemble des établissements, soit 45 établissements sur tout le territoire français. Et on va évaluer l'opérabilité, l'efficience et l'efficacité, et effectivement, la reproductibilité à travers le territoire, mais aussi à travers les différents types d'établissements hospitaliers que peut comporter la France.
Donc, la présentation du projet, quels ont été les enjeux? Effectivement, c'était tout d'abord d'améliorer l'adhésion thérapeutique et faire en sorte que le patient soit retrouvé acteur et adhère à son traitement. Donc, dans le fait, c'était aussi diminuer la iatrogénie médicamenteuse en surveillant au plus près le patient et de diminuer les interactions médicamenteuses par le biais des conciliations et des analyses pharmaceutiques et des suivis médicaux, aussi de financer la coordination parce qu'à ce jour, tout ce travail bien d'hôpital n'a pas de coordination et ni de valorisation requise. Comment? Parce qu'effectivement, on a permis une coordination pluriprofessionnelle ville-hôpital-patient au travers des IDEC, des médecins traitants, des pharmacies hospitaliers et des pharmacies de ville. Donc, effectivement, le but pour les patients était de sécuriser la prise en charge, que ce soit par une détection plus précoce des effets indésirables, de diminuer les complications de grade 3-4 en les prenant beaucoup plus précocement et avant qu'on arrive justement sur des grades 3-4, de diminuer l'interaction médicamenteuse, mais aussi dans le même temps d'améliorer l'adhésion. La meilleure compréhension passe effectivement par comme un des leviers de l'adhésion et d'augmenter aussi le suivi de manière à effectivement augmenter l'adhésion patient. L'amélioration de l'expérience, effectivement, parce qu'on cherche à ce que le patient ne se sente pas isolé, parce que c'est souvent ce qui est décrit et remonté par les patients quand ils sont en dehors du système hospitalier. De se sentir en confiance avec les équipes de soins, de sentir qu'il y a une réelle interaction entre la ville et l'hôpital, et non pas que ce soit cloisonné d'un côté la ville, de l'autre côté l'hôpital, d'améliorer la qualité de vie de ces patients en diminuant peut-être les passages à l'hôpital et en faisant quelque chose de beaucoup plus fluide, et d'améliorer les adressages des effets indésirables. Pour les professionnels, effectivement, on cherche à améliorer la coordination ville-hôpital. Quelquefois, elle est balbutiante, quelquefois, elle est plus établie, mais en tout cas, on cherche vraiment à s'améliorer dans ça au travers d'échanges bilatéraux, que ce soit entre la ville et l'hôpital tout au long du parcours du patient. Le transfert des connaissances de l'hôpital vers la ville, parce qu'on sait et on a pointé du doigt effectivement qu'un des problèmes majeurs en oncologie, c'est la non-connaissance des molécules, parce que ça va tellement vite, parce qu'il en sort tellement que c'est complexe. Donc effectivement, on cherche un compagnonnage systématique. Pour le pharmacien hospitalier, c'est être informé en avant pour qu'il puisse accéder aux commandes plus précocement, pour qu'il ait le temps de se préparer aux entretiens, de connaître la molécule et les effets indésirables, et effectivement de se sentir valorisé dans son nouveau poste de pharmacien clinicien en tant que professionnel de santé. Pour le médecin traitant, effectivement, c'est là aussi, c'est d'être informé de ce qui se passe à l'hôpital et non plus d'être un aveugle, et de pouvoir contacter de manière privilégiée l'établissement de santé. Donc, pour le système de santé, puisque là aussi, c'est quelque chose qui va être tripartite, ça va être une meilleure efficience économique. C'est effectivement ne pas donner des traitements à des gens qui ne vont pas suivre ou donner un traitement dans le bon escient en sachant très bien qu'il sera utilisé de la meilleure façon. Donc, d'augmenter l'efficacité du traitement en augmentant l'adhésion, en diminuant les interactions et en adaptant les effets indésirables de manière précocement. De diminuer les coûts hospitaliers en réévitant les hospitalisations. En diminuant les coûts liés au transport, effectivement, si beaucoup de choses peuvent être gérées par la ville, il n'y a pas besoin de revenir dans le centre hospitalier qui généralement est situé à peu près entre 20 et 50 km, et de diminuer le gaspillage des médicaments. Donc, en pratique, ce qui change pour la ville, dans ce parcours, effectivement, c'est deux évolutions principales. La première, c'est un lien direct avec l'équipe hospitalière, qui n'était peut-être pas le cas effectivement avant, et c'est une rémunération forfaitaire. Donc, sur la base de ces deux piliers, effectivement, tout est basé dans l'expérimentation. Donc là, je vais laisser la main à Odile Duguay-Cachet qui vient de nous rejoindre, donc qui est le médecin coordinateur des 3C et qui s'occupe de la coordination lien ville-hôpital. Donc, le parcours de soins du patient va se diviser en 3 séquences. La première séquence, la séquence 1, correspond à l'initiation du traitement, donc, qui va être initiée, donc la prescription de l'oncologue, et puis derrière, il va y avoir une consultation tripartite, donc consultation oncologue avec le pharmacien hospitalier et l'infirmière de parcours. L'objectif est là déjà d'initier le lien vers les professionnels de ville. Donc, dans cette séquence 1, au début du traitement, l'infirmière et le pharmacien hospitalier vont se mettre en lien avec le relais de la ville, donc avec le médecin traitant et le pharmacien d'officine.
Au bout d'un mois, si la tolérance est bonne, l'oncologue peut proposer au patient de passer en séquence 2. C'est-à-dire qu'on va continuer bien sûr à suivre le patient. Le patient va nous faire remonter les informations sur la tolérance au traitement, la compliance, vers l'infirmier. Mais donc, cette séquence 2 nécessite donc toujours un suivi hospitalier, mais qui va se faire en lien avec les professionnels de ville, le pharmacien d'officine qui nous fera remonter dès qu'il a livré, remis le traitement au patient et nous fera remonter éventuellement des effets secondaires. Pareil, le médecin traitant peut être amené à nous faire remonter des informations concernant la tolérance au traitement. Cette séquence 2 dure en général 3 mois. Elle peut être renouvelée si besoin. Puis après, le patient va passer en séquence 3. C'est là où le patient a un traitement qui est bien toléré. En tout cas, on a une bonne compliance au traitement. Et puis, donc là, le relais est pris par les professionnels de ville. Donc, c'est le pharmacien d'officine et le médecin traitant qui vont accompagner le patient tout au long de cette phase-là. Et ils restent bien sûr à disposition. Ils peuvent toujours contacter tant l'oncologue que le pharmacien hospitalier si besoin. Il y a 2 types de parcours en fonction de parcours A, parcours B. Parcours A, si la dispensation est en ville. Parcours B, c'est bien sûr la rétrocession hospitalière. Et dans ces cas-là, le patient ne passe pas en séquence 3, il reste en séquence 2. Ce qui est important de retenir dans ce dispositif, c'est donc un engagement du côté de l'hôpital. Nous, on s'engage à contacter les professionnels de ville, médecins traitants et pharmaciens d'officine au début du parcours pour les intégrer dans l'accompagnement et le suivi des patients. On vous transmettra tous les éléments nécessaires sur le produit, les toxicités, les modalités de surveillance. Et vous aurez également donc un accès direct, soit au pharmacien hospitalier, soit à l'infirmier de parcours, qui peut faire le lien après vers l'oncologue si vous avez des questions, s'il y a des éléments à nous signaler. On se met vraiment à votre disposition. On essaie de vous transmettre tous les éléments concernant le traitement, mais également, vous êtes susceptible de nous appeler à tout moment. Côté ville, également, on attend de vous le coup également d'être réceptif, c'est-à-dire dans un premier temps, vous devez nous faire remonter la tolérance au traitement, nous faire part quand le patient a bien reçu et passé à la pharmacie récupérer son traitement, si vous avez pu noter des difficultés à l'observance, si vous avez noté des toxicités, une mauvaise tolérance au traitement, nous faire remonter ces éléments au fil de l'eau. Donc, les pharmaciens, on attend de vous que vous nous fassiez remonter un compte-rendu de dispensation, mais ça, je pense que tu vas être pris tout à l'heure. Donc, il y a un engagement des 2 côtés. Concernant le pharmacien d'officine, effectivement. Du coup, on vous informe en tant que pharmacien hospitalier de l'initiation de la prise en charge et du début du traitement par un premier contact téléphonique en général pour nous permettre d'établir le bilan médicamenteux et faire une première analyse pharmaceutique des potentielles interactions avec le traitement qui a été initié en oncologie. À la suite de ça, on vous envoie un document qui est le bulletin d'adhésion qui doit être signé de votre part si vous acceptez de participer au suivi du patient. C'est ce qui nous permettra secondairement de vous valoriser, de valoriser votre activité de suivi du coup à travers votre numéro AM, qui est le numéro indispensable à la facturation. On joint également, du coup, comme le disait Odile, des documents d'information sur le traitement, puisque Barbara vous l'a expliqué, les traitements vont relativement vite en oncologie et du coup, la mise à jour des connaissances n'est pas toujours aisée. Donc, on joint systématiquement une fiche d'information sur le traitement, notamment les fiches SFP ou Oncolien la plupart du temps, ou bien des fiches que nous avons en interne. Côté médecin traitant, pareil, donc on va vous transmettre un document qui est un bulletin d'adhésion où on a besoin de votre numéro d'assurance maladie pour vous permettre après de bénéficier du forfait qui est alloué à ce type de suivi. On vous fait un courrier médical, donc vous informant donc du début du traitement. Ce courrier vient compléter le courrier de l'oncologue, mais là on vous précise les modalités de suivi. On vous donne les numéros donc contact de l'infirmier de parcours et puis on vous remet
Pareil, une information sur le produit, la toxicité, quelques conseils sur la gestion des toxicités les plus simples, et puis un flyer concernant la présentation du dispositif, vous expliquant ce qu'on attend de vous. Donc, ces éléments vous sont transmis au tout début du parcours de soins du patient. On essaie de faire un contact téléphonique et ces éléments-là, on vous les transmet par messagerie sécurisée. Donc, pour les médecins traitants, comme on le disait, on est vraiment incité à vous mettre dans la boucle au début du parcours de soins. L'idée, donc, à la séquence 1, cette première phase qui dure en général 1 mois, vous allez recevoir donc ces éléments, ces documents d'information sur le dispositif, et on va vous demander de nous retourner ce bulletin d'adhésion qui va nous permettre d'enregistrer votre numéro AM qu'on transmettra à la CPM pour la rémunération. Séquence 1, donc 1 mois, à 6 semaines maximum, et puis après, séquence 2, là, le suivi est toujours infirmier, mais on encourage les patients, en cas de difficulté, d'aller voir le médecin traitant pour qu'il y ait un examen clinique et que la gestion de ces toxicités soit faite en collaboration avec l'équipe hospitalière. Séquence 3, donc c'est en général après 2 cycles de séquence 2 de 3 mois, on passe en séquence 3 où c'est là, vous qui prenez le relais, le médecin traitant prend le relais dans le suivi. Le patient a toujours son suivi avec l'oncologue. Très souvent, le traitement, la chimiothérapie reste prescrite par l'oncologue, mais on encourage les médecins traitants à avoir un suivi de ces patients tout au long du parcours de soins. Donc, rôle du médecin traitant essentiel. Pour nous, il est extrêmement important que vous soyez de nouveau dans la boucle de la prise en charge du patient au tout début, que vous ayez toutes les informations à votre disposition pour pouvoir gérer ces toxicités, que vous ayez un relais identifié, donc cette infirmière en intra-hospitalier qui peut répondre à vos questions, qui peut vous guider. Elles sont toutes extrêmement expérimentées, elles pourront vous guider dans la gestion des toxicités et de toute façon, elles font le relais vers l'oncologue si besoin. Donc, une aide à la gestion des traitements. Elles attendent également de vous que vous nous fassiez part si jamais de nouveaux traitements, médicaments ont été introduits, nécessité pour nous d'avoir cette information, pouvoir évaluer éventuellement certaines interactions médicamenteuses. Alors, au niveau de la remontée des données, on voit bien que l'hôpital a vraiment un rôle central et pivot. Donc, on va remonter des données, que ce soit des données au niveau des patients, au niveau des échanges avec la ville. Donc, 2 types de données. Des données qui vont permettre effectivement d'évaluer l'efficience et l'efficacité de l'expérimentation. Donc, ces données-là sont remontées sur la plateforme Expecteo, donc à ce niveau-là. Et puis, effectivement, des données qui vont permettre d'être remontées sur la plateforme de l'assurance maladie pour la facturation et qui vont donner lieu donc au financement et au remboursement. À savoir que effectivement ces données, c'est vraiment des données qui ont été très complexes, qui ont été très compliquées pour nous à remonter. Nous avons fait le choix aussi d'avoir une remontée entièrement automatisée des données et on tient à s'excuser parce qu'on sait très bien que certains d'entre vous ont été payés avec du retard. Mais justement, c'est dû au fait que l'expérimentation de nous donner, si vous voulez, rien, aucun outil, qu'il a fallu construire tous les outils pendant les 9 mois. Donc, comme on a eu le cahier des charges le jour même où c'était ouvert, donc on a dû travailler effectivement d'arrache-pied pour trouver à pouvoir remonter l'export automatique de données parce qu'on veut que ce soit automatisé, parce que si ça doit venir quelque chose qui va être pérenne, ce n'est pas des choses qu'on peut remonter à la main qui pourraient assurer énormément d'erreurs. Donc, au niveau de la valorisation médecins traitants, pharmacie hospitalière et pharmacie officinale, effectivement, on voit bien que la séquence numéro 1 rapporte 80 € aux pharmaciens de ville et 25 € pour le médecin traitant. La séquence 2, effectivement, 80 € elle aussi, et le médecin traitant, 25 €. Et la séquence 3, 50 € pour le pharmacien et 50 € pour le médecin traitant. À savoir que le patient est obligatoirement, doit faire une séquence 1, une séquence 2, voire plusieurs séquences 2, pour passer en séquence 3, s'il y passe. Donc, ce qui est aussi important, et vraiment je le souligne, c'est que pas de remontée de données ou pas de remontée d'informations de la part de la ville, eh bien, il n'y aura pas de facturation. Ce n'est pas parce que vous avez signé votre engagement que vous allez être payé. Donc, il faut vraiment remonter des données, il faut vraiment que ce soit un échange et par les canaux qui ont été choisis dans l'expérimentation.
Donc ça, c'est pour les forfaits pour la phase cible. Donc là, c'était la phase vraiment de départ. Et la phase file, à savoir, rien ne change pour la ville, les forfaits sont identiques. Donc à savoir qu'au début, on avait obtenu beaucoup plus en forfait pour la ville. Néanmoins, comme l'avenant 21, et vous avez vu dans la prise chronologique, est sorti juste avant l'article 51, la CPAM a fait en sorte que les deux forfaits soient alignés pour ne pas qu'il y ait de compétition entre les différents, comment dire, les différents dispositifs. Merci, Odile. Donc, effectivement, pour nous, ça a été un challenge, que vous comprenez bien, parce que ça a été un temps court entre l'arrêté qui a dit « OK, on y va », entre le cahier des charges et le go. Donc, nous, il a fallu qu'on retrouve des ressources humaines, que ce soit pharmaceutiques ou infirmières, à mettre en place. On s'est posé la question de quelle molécule on allait choisir. Effectivement, on verra le choix qui a été fait. Quel patient ou à l'intérieur de l'établissement. Mais pour ce qui vous intéresse plus, nous, c'est quels outils de communication, quels outils de remontée de données. Et effectivement, la donnée, la facturation ont été, comment dire, le maître mot pendant ces 9 mois d'un point de vue purement structural de l'organisation. Donc, nous, on a mis effectivement 9 mois à se coordonner, à se structurer, à s'informatiser et à automatiser l'import de données. Donc, en pratique, à Bergonié, Manon va vous faire, et Manon et Odile vont vous faire un petit descriptif de ce qu'on utilise tous les jours. Donc, comme le disait Barbara, au départ, on s'est quand même posé la question des patients ou des molécules, est-ce qu'il fallait qu'on cible ou pas? Finalement, on a vraiment décidé de travailler avec tous les oncologues. Donc, ne pas se limiter à un type de molécule ou un type de patient à partir du moment où ces molécules étaient autorisées dans la liste, puisqu'on avait au départ une réserve sur les patients qui avaient en association du sous-cutané ou de l'intraveineux administré en milieu hospitalier. On s'est aussi finalement posé la question de cette consultation tripartite, à quel moment la faire? Est-ce que c'était au moment où l'oncologue nous appelait? Est-ce qu'on avait la possibilité de le faire dans un bureau de consultation? On avait la possibilité, à travers cette expérimentation, de développer du distanciel, que ce soit pour les infirmières comme pour les pharmaciens hospitaliers, ce qui nous a permis aussi de développer cet aspect télésoin qui aujourd'hui a été largement démocratisé avec la crise Covid. Donc, si on regarde un petit peu les séquences qui ont été développées par Odile, il y a cette première séquence 1 qui est de 1 mois avec la consultation tripartite, à l'inclusion du patient, le premier contact avec la ville. Et on utilise du coup en général 2 outils. C'est Synapse pour la conciliation médicamenteuse, qui est vraiment l'outil prédestiné aux pharmaciens hospitaliers comme aux pharmaciens d'officine, et Exolis du coup qui va être le portail de suivi patient avec des questionnaires hebdomadaires qui vont être envoyés aux patients. Ensuite, à la fin de cette première séquence 1, on passe à la séquence 2, où là, c'est toujours pareil. On demande du coup des contacts mensuels entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d'officine à travers soit le mail, mais qui n'est pas la source privilégiée, soit directement l'outil Synapse pour nous remonter les indicateurs de type dispensation, adhésion thérapeutique, changement thérapeutique ou bien toxicité. Et en parallèle, le patient continue à répondre sur Exolis au questionnaire de suivi. Et c'est exactement le même processus sur la séquence 3 avec Synapse, pareil pour la remontée des données, ou bien les mails entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d'officine. Et puis également Exolis. Alors, petite précision, les mails, on parle de mails sécurisés. Il n'y a aucun échange en dehors de ces mails sécurisés. Et ça, c'est un gros souci parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas de mails sécurisés au sens du terme appliqué. Donc, sur Synapse. Si on regarde un petit peu cette plateforme, il a fallu travailler un petit peu à un outil qui nous permette de faire des conciliations, mais qui nous permette aussi d'échanger des données entre la ville et l'hôpital. Donc aujourd'hui, nous utilisons l'outil Synapse qui me permet de vous inviter pour partager les dossiers patients que nous suivons en commun. Sur cette plateforme, nous remontons quoi? Du coup, nous remontons différents événements, que ce soit la conciliation médicamenteuse qui peut être faite par le pharmacien d'officine comme le pharmacien hospitalier à partir du moment où il y a des changements thérapeutiques. Les dates de dispensation de la thérapie orale, puisque, comme vous l'a dit Odile, il est important de savoir si c'est une dispensation en ville ou en rétrocession, c'est-à-dire en milieu hospitalier. Nous avons le suivi de l'observance à travers le score GIRERD qui doit être fait normalement de manière mensuelle. Et enfin, on a aussi les échanges, puisque, comme vous l'a dit Barbara, si pas d'échange, pas de facturation. Donc, du coup, tous ces échanges sont tracés à travers cette plateforme. La conciliation médicamenteuse, elle est faite à l'initiation par le pharmacien hospitalier, mais elle peut être faite aussi de manière régulière par le pharmacien d'officine à partir du moment où il y a des changements thérapeutiques directement dans la plateforme. Et vous pouvez également éditer votre bilan médicamenteux ou bien des plans de prise. La dispensation du traitement, c'est un événement du coup qui est fait directement, mais qui nous est demandé au niveau du national, puisque du coup, ça peut également être le reflet de l'observance et de l'adhésion thérapeutique de nos patients. Donc ça, il doit être fait de manière mensuelle, tracé directement par le pharmacien d'officine à travers l'outil Synapse.
ou bien par le pharmacien hospitalier s'il s'agit d'un traitement en rétrocession. Autre événement pouvant être tracé dans l'outil Synapse, ça va être les toxicités. Je ne vous l'ai pas précisé là, mais du coup, ces toxicités, elles sont tracées à travers un événement qui est un événement effet indésirable, qui vous permet, en fait, si jamais le patient vous remonte un effet indésirable durant l'entretien pharmaceutique, vous pouvez me remonter cette toxicité à travers l'outil et nous permettre ensuite de discuter sur sa prise en charge en lien avec nos infirmières de parcours. Autre outil, donc ça va être un outil de communication entre le patient et l'infirmière de coordination. L'objectif de cet outil, c'est des multiples, sécurisation de la prise en charge. L'idée, c'est de pouvoir détecter de façon précoce la survenue d'effets indésirables, de certaines toxicités. Donc, limiter la survenue de toxicité de grade 3 ou 4 et essayer dès un grade 1 ou 2, mettre en place des mesures correctrices. Travailler sur alors c'est plus en lien avec Synapse, mais également éviter toutes ces interactions médicamenteuses. Donc, on verra, mais dans cet outil, on demande aux patients de nous informer s'il y a des nouveaux traitements qui ont été introduits pour vérifier qu'il n'y ait effectivement pas d'interaction médicamenteuse. L'objectif est donc une meilleure adhésion du patient au traitement. On se dit que si le patient nous alerte sur une mauvaise tolérance de façon précoce et que si on arrive à corriger cette intolérance, on pourra du coup augmenter l'adhésion et avoir un meilleur suivi de ces patients. L'objectif est bien sûr de rassurer le patient. Il n'est pas tout seul à domicile. Il a une équipe soignante vers qui il peut se tourner, qui est en lien direct avec son oncologue et qui pourra donc l'accompagner tout au long de son traitement. Donc, on a un outil qui permet aux patients de nous faire remonter sous forme de questionnaire la survenue de certaines toxicités. Pour les patients qui ne peuvent pas se connecter, il y en a un certain nombre, on reviendra tout à l'heure sur les chiffres, on propose dans ces cas-là un suivi téléphonique. Donc, même si le patient n'a pas la possibilité d'accéder à cet outil, s'il ne peut pas l'utiliser, l'infirmier, de façon régulière, contactera le patient par téléphone et identifiera la survenue éventuelle de toxicité. Donc, il n'y a pas de différence de qualité ou de prise en charge, que le patient soit connecté ou pas. Le suivi infirmier reste aussi présent. Les patients, au moment de l'inclusion, vont se voir remettre également des documents d'information sur le dispositif. Il doit avoir une lettre d'information expliquant les modalités de suivi et puis également des documents d'information sur son médicament, les modalités de prise et la survenue de certaines toxicités. Là, vous avez, voilà, comment se présente l'outil. Donc, le patient va télécharger cette application qui est gratuite, que l'infirmier peut l'aider au moment de la consultation tripartite à télécharger cette application. Il peut le télécharger soit sur son téléphone, soit à partir d'un PC, tout est possible. C'est une application qui est sécurisée. Le patient reçoit un code au moment de l'appairage. On lui remet un code personnel qui lui permettra de se connecter, d'accéder à certains éléments de son parcours. Il peut visualiser ses rendez-vous à venir à l'Institut. Il a accès à quelques documents d'information très génériques sur la survenue de potentiels symptômes, conduite à tenir si je suis fatigué, nausées, vomissements. Il a quelques conseils hygiéno-diététiques. Et puis, il a également accès à des questionnaires qui va balayer les toxicités. Alors ça, c'est le côté patient. Et ça, c'est le côté infirmier. L'infirmière, à elle, ici, c'est la liste de toute sa file active. Là, donc, actuellement, elle a une 60aine de patients qui sont en cours de suivi. Et donc, elle a tous les jours la possibilité de voir s'il y a des patients qui ont bien rempli leur questionnaire. Et ça nous génère certaines alertes en fonction de la survenue de certaines toxicités. Et elle va donc identifier les patients qui nous signalent des difficultés avec certains produits. Alors, je suis désolée, mais je suis passée un petit peu vite sur les questionnaires côté patient. Il y a un questionnaire, il y a 12 questions qui lui sont posées, qui rebalayent les différentes toxicités potentielles. Et donc, il va cocher, c'est extrêmement simple, on coche, et c'est en fonction des réponses, ça génère donc des alertes au niveau des infirmières qui, elles, vont gérer ces alertes le lendemain en recontactant le patient. Il y a une possibilité de communiquer avec le patient
via l'application ou sinon on le fait par appel téléphonique. Donc, pour revenir sur effectivement l'expérimentation et la phase pilote, donc l'Institut Bergonié s'est engagé à 55 patients, 55 patients qu'on a mis relativement vite, et pour la phase cible, on est engagé à la hauteur de 1000 patients. Donc peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de travailler avec nous pour cette phase pilote, mais à n'en pas douter, pour la phase cible, 1000 patients, on va plutôt irradier assez large, et ça, on va en discuter. Donc effectivement, les premiers gros inclueurs étaient les hôpitaux sud-lyonnais. Donc, le rythme d'inclusion, effectivement, donc ça, c'est le rythme d'inclusion de l'Institut Bergonié. On voit bien que dès le premier mois d'octobre, on avait mis quasiment la moitié de la population attendue, 25 patients sur 55. Après, on a vite ralenti. Pourquoi on a ralenti le rythme alors que nous avions les populations? Tout simplement parce qu'il y avait un problème de structuration de données, de remontée de données. On a bien vu que nos outils n'y étaient pas. Et effectivement, dans le même temps, il y avait la crise Covid et tous les tests et les vaccinations qui devaient être faits en ville. Et on a bien vu que ce n'était pas un moment adéquat pour faire adhérer le personnel de ville. Par contre, on voit bien que quand ça a été repassé, on a repris notre rythme d'inclusion. Donc, l'épidémiologie, on a inclus effectivement principalement des patients atteints d'un cancer du sein, donc ce qui n'est pas étonnant puisque l'Institut Bergonié, à hauteur de 60%, sa population, c'est des cancers du sein. Mais pas que, on a aussi fait du cancer des poumons, des ovaires et de l'hématologie. On voit bien que le rein, le sarcome, le digestif et la prostate et les tumeurs neuroendocrines, quant à elles, sont aussi apparues. On a un sexe ratio en rapport pour les femmes, 82% de femmes pour 18% d'hommes. Et l'âge moyen des patients traités était de 63 ans, mais on avait des patients très jeunes, 20 ans, jusqu'à 87 ans. Donc, la provenance des patients, effectivement, les patients provenaient de toute la région Nouvelle-Aquitaine, alors principalement, effectivement, de la Gironde à hauteur de 60%, mais pas que. On avait aussi 15% quasiment pour le Lot-et-Garonne, 8% pour les Charentes, 6 ou 7% pour les Landes, et ça se repartissait entre Dordogne, Charente, Pyrénées-Atlantiques et Deux-Sèvres pour le reste de nos patients. Donc, je vais laisser Manon vous faire un petit point sur les molécules qui ont été abordées. Alors, nous avons eu du coup 63 molécules dispensées en ville et 3 molécules en rétrocession, ce qui fait au total du coup 66 molécules initiées. Ce qui est tout simplement parce qu'on a certains patients qui ont switché de molécules en cours de prise en charge, avec au total 26 molécules différentes. Et en chef de file, nous avons palbociclib, rien d'étonnant, puisque du coup, ça fait partie aujourd'hui de la prise en charge standard du cancer du sein. Ensuite, on a la capecitabine qui est également largement représentée dans la prise en charge du cancer du sein. Et puis du coup, pour correspondre, l'osimertinib, donc le Tagrisso en 3e position, ce qui correspond à aux variabilités de localisation que vous a présenté Barbara. Sur les retours d'expérience concernant les chiffres des pharmaciens d'officine, nous avons eu 61% d'adhésion de nos pharmaciens d'officine, ce qui est quand même un beau chiffre au vu du national. Et finalement, on prend en considération cette implication qui a été importante, avec du coup une répartition assez homogène sur les territoires qui ont été du coup définis par Barbara sur nos patients du coup qui représentent la grande région. Il faut savoir que nous avions fait maximum 4 relances pour avoir les signatures des bulletins d'adhésion. Sur la phase cible, on ne pourra pas assurer 4 relances, tout simplement parce que c'est excessivement chronophage. Et du coup, on se limitera à une relance au moment du passage en séquence 3, puisque si nous n'avons pas d'adhésion des pharmaciens d'officine, nous ne pourrons pas passer nos patients en séquence 3. Finalement, ces pharmaciens ont bien adhéré, c'est super. Et j'ai également eu des remontées de compte rendu. Donc, beaucoup plus sur le mois numéro 1, et puis après un effet qui s'essouffle aussi, mais aussi parce que nous avons les patients qui ont arrêté leur traitement et qui ont arrêté le suivi. Aussi parce que probablement il y a eu des changements personnels, et puis du coup il y a eu des difficultés aussi d'assurer cette nouvelle mission en période de Covid, qui a fait qu'on a eu des disparités avec au final des comptes rendus qui ne m'étaient pas remontés de manière mensuelle, mais qui m'étaient remontés peut-être tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mais du coup quand même avec une implication des pharmaciens d'officine assez importante. Ces comptes rendus nous ont permis du coup de remonter différentes toxicités, avec notamment 30 effets indésirables, dont 5 de grade 2 qui m'ont été remontés par les pharmaciens d'officine. Donc c'est quand même énorme, parce que ça nous a permis de les prendre en charge de manière précoce, directement en lien avec nos infirmières de coordination, mais aussi avec l'implication des pharmaciens d'officine en autonomie. On a eu 2 hospitalisations en urgence, des patients qui sont dégradés au domicile, une altération de l'état général importante qui ont été signalées par le pharmacien d'officine, et du coup on a pu mettre en marche la machinerie avec les oncologues
et nos infirmières de parcours pour faire hospitaliser nos patients en urgence. Et on a aussi eu une détection précoce de progression, ce qui nous a permis, là encore, d'arrêter le traitement, la thérapie orale qui n'était visiblement pas efficace, et de faire hospitaliser notre patient dans la semaine qui a suivi pour, du coup, un bilan d'extension et une prise en charge adaptée de cette progression. Donc, si je regarde un petit peu les toxicités qui me sont remontées, c'est des toxicités qu'on va dire classiques en cancérologie, avec des toxicités digestives principalement, des douleurs articulaires qui sont assez liées à la prise en charge par hormonothérapie du cancer du sein, l'asthénie, idem, les toxicités oculaires, les bouffées de chaleur. Bon, c'est des toxicités qu'on a l'habitude de gérer et qui sont gérables en distanciel, ce qui nous a vraiment permis de les prendre en charge au domicile avec un accompagnement privilégié et un suivi de nos infirmières de parcours avec le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine. Pour les patients, donc patients connectés, 76%. Donc vous avez vu, on a des tranches d'âge de 20 à 87 ans, pas lié à un âge, mais quand même 76% des patients ont accepté de se connecter. Bon, tous les connectés ne l'ont pas utilisé, mais 69% des patients, donc inclus, ont utilisé très régulièrement l'application. Donc c'est vraiment un bon résultat. On va essayer de s'améliorer encore, mais une adhésion des patients sur cet outil de communication avec l'infirmier. Ça a permis, du coup, ces échanges, 852 questionnaires qui ont été réassignés par les patients, donc permettant de faire remonter la tolérance au traitement. Les infirmières, en moyenne, gèrent environ 5 alertes rouges ou oranges par jour et font plus de 8 appels jour pour les patients qui sont non connectés, qu'il faut bien sûr continuer à suivre. Les médecins traitants, on a un taux d'adhésion un petit peu moins important que les pharmaciens. Ça a été effectivement compliqué, beaucoup de relances, mais des difficultés pour obtenir le bulletin d'adhésion. 50% d'adhésion, on va essayer de faire mieux. Pareil, on a des difficultés pour communiquer, arriver à les joindre. L'application du médecin traitant, effectivement, est peut-être un peu plus difficile à mobiliser parce que sa place est un petit peu plus complexe, que le patient n'a pas tendance à aller se tourner vers son médecin traitant quand il présente des toxicités. Ils ont toujours l'habitude de se tourner plutôt vers l'ergonie, vers l'oncologue. Et donc là, c'est vraiment un travail qu'on fait auprès des patients pour repositionner le médecin traitant comme étant vraiment leur interlocuteur quand ils sont à la maison. C'est vers leur médecin traitant qu'il faut qu'ils se tournent. Alors, la facturation pour la ville, effectivement, on a fait un calcul, le patient lambda, le patient moyen qui en ressort. Donc, c'était une séquence 1, 2 séquences 2, une séquence 3. Donc, ce qui faisait un total de 290 € pour l'officine, pour un patient sur le laps de temps qui a duré 12 mois, la première expérimentation. Et à peu près 100 € pour le médecin traitant avec les mêmes calculs. Voilà. Donc, il faut savoir que pour nous, c'était quelque chose qui était nouveau. On ne savait pas combien, effectivement, à peu près on allait gagner. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez positif pour l'ensemble des acteurs, puisque c'est une rémunération qui est quand même à la hauteur du travail fourni par chacun. Donc, effectivement, en conclusion de ce webinaire qui a été refait, et je remercie Odile et Manon parce qu'effectivement, la technique était vraiment contre nous. Je peux vous dire que la mission est réussie. On arrive à ce jour à remonter effectivement les données en grande partie de manière informatiquement et des données fiables, parce que ça, c'était pas gagné non plus. On sait bien que les échanges avec la ville fonctionnent et que les remontées aussi, quand les pharmaciens jouent le jeu et les médecins traitants jouent le jeu, ça fonctionne très bien. Nos outils fonctionnent. Les remontées sont pertinentes et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. Parce que comme vous l'avez dit Manon ou comme vous l'a dit Odile, on a réussi à faire hospitaliser des patients plus tôt, on a réussi à changer des lignes de traitement plus tôt. Donc finalement, on a été une prise en charge beaucoup plus précoce, beaucoup plus, proactive. Merci Odile. Vous voyez, on s'améliore tous. Donc effectivement, on vous donne rendez-vous pour la phase 2. 1000 patients, vous allez certainement avoir quelqu'un que vous connaissez ou dans une officine que vous connaissez. Donc on vous remercie encore une fois pour ce webinaire. On s'excuse encore une fois que la technique a été contre nous. Et je laisse peut-être un mot de la fin à mes collègues. Oh, merci, c'est vrai qu'on compte vraiment sur vous pour continuer
ce dispositif qui est, pour les patients et pour les professionnels hospitaliers, vraiment un plus. En tout cas, on est tous extrêmement motivés. On a bien vu que, même si ça a été un peu compliqué au début, et ça a donné tout son sens. En tout cas, on sécurise le parcours, ça rassure les patients. Et je pense que pour vous également, c'est important d'avoir ce relais, cette accessibilité vers l'hospitalier un peu facilitée par les outils qu'on a mis à votre disposition. Merci à tous et pour votre implication au passé, en cours ou à venir. Et puis, hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce suivi patient. Voilà, et je clôturerai en vous présentant toute l'équipe en entier. Donc, on a en bas à gauche Anna Lebec, qui est donc une DEC que vous aurez régulièrement au téléphone. Vous avez le docteur Odile Duguay-Caché, qui est responsable du lien ville-hôpital. Betty Lemaire, qui est aussi une infirmière de coordination. On passe, je vous expliquerai pourquoi, on passe sur Manon Teto, qui sera votre pharmacien avec l'article 51, où vous aurez notre assistant Erwan Drivet. Barbara Lortal, moi-même, et au milieu, effectivement, le directeur de la donnée que je remercie, donc Julien Amric-Simonet, sans qui la remontée de données aurait été beaucoup plus fastidieuse. Voilà, nous vous remercions. Bonne journée, bonne soirée. Merci. Putain, ah non. Oh, c'est bon.